Dans l'ombre des projecteurs, mais au cœur même de la narration, le montage est une étape cruciale dans la fabrication d'un film. Aujourd'hui, nous recevons un artisan de l'image, un chef monteur dont le regard affûte, structure et donne rythme aux histoires du grand écran. Monsieur Yelsioma Gaëtan Somé nous dévoile les coulisses de ce métier souvent discret mais fondamental. Bonsoir depuis chez vous et bienvenue dans votre émission Actu Ciné. Bonsoir Monsieur Somé. Bonsoir madame. Bienvenue dans Actu Ciné. Merci de m'avoir accueilli. De rien. Alors, si on veut dire de façon simple, c'est qui un monteur dans le milieu du cinéma? Le monteur, c'est de prime abord quelqu'un qui intervient dans le processus de fabrication d'un film, mais à un niveau un peu plus avancé. Pour ça, pour expliquer le monteur, je suis un peu obligé de façon simple d'expliquer un peu le début pour qu'on puisse comprendre justement son intervention. Donc, le film que l'on voit, qui sont projetés, qui est projeté plutôt, est l'œuvre d'un assemblage de plusieurs bouts d'images. Je vais parler de façon très simple, mais qui sont appelés déploiements des plans. Et donc, ces bouts d'images-là doivent être agencés par quelqu'un afin d'aboutir à une histoire. Donc, le monteur, c'est la personne qui va venir agencer ces images-là, les sélectionner, trier et voir ce qui fonctionne le mieux afin de créer donc une histoire filmique. D'accord. Et pourquoi avoir choisi le métier de montage et pas un autre métier, par exemple, dans le cinéma? Oui, ça, pour l'expliquer, il faut aller aussi un peu loin. Déjà, j'ai toujours été, on va dire comme ça, passionné de la nouvelle technologie. Déjà à travers les jeux vidéo, depuis tout petit. Aussi, j'ai toujours été bricoleur. Ah, d'accord. Question à la maison de démonter quelques appareils, vieux appareils pour voir comment ça fonctionne et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y avait déjà cette aptitude de la technicité en moi. Et ensuite, quand je suis venu à l'ISIS, puisque ce n'est pas seulement le montage qui est de la technicité, il y a aussi ceux-là qui sont les cadreurs, communément appelés caméramans. Ensuite, il y a ceux qui font le son. Bref, en tout cas, il y a beaucoup de technicité. À ma deuxième année, j'étais censé devenir en fait opérateur de prise de vue. Voilà. Donc cadreur ou caméraman. Seulement, c'est que à la troisième année, quand j'ai voulu commencer la troisième année, c'est ouvert donc la section montage. Et déjà, je pense que l'administration avait pu déceler le fait que les films, les exercices de classe et tout ça, c'est moi, je montais en tout cas pas mal. Je n'étais pas le seul, mais je montais déjà pas mal. Et l'appréciation de l'administration, l'adoption aussi de mes camarades par rapport aux tâches déjà de montage que je faisais, a fait que j'ai été dirigé là-bas avec 2 belles dents. Voilà. Donc, en quelque sorte, c'était votre choix de devenir monteur? Oui, c'était mon choix, mais ça n'existait pas. Voilà, donc je pense que peut-être j'allais peut-être faire les études en prise de vue. En prise de vue. Mais il se pourrait que je bascule après. Parce que j'ai déjà la passion pour le montage est assez bien définie, on va dire comme ça, dans tout ce que l'on faisait. En tout cas, on avait pas mal d'exercices que l'on faisait à l'école à la période, et une bonne partie, je les montais. Donc, on va dire que la voie était déjà tracée, mais ça a été important et même capital d'avoir de l'accompagnement derrière cela, avoir des gens devant soi qui puissent t'expliquer en détail. Et puis, c'est une section qui ne fait que ça. Donc, durant toute uniquement que le montage? Oui, de la post-production. La post-production. Là, maintenant, je vais prendre de façon stylistique. Parce que, oui, et pour ça aussi, il faut expliquer un peu. Oui, j'allais justement vous demander à quel moment intervenez-vous lors de la réalisation d'un film. C'est avant ou après? Exactement. Donc, c'est après. Non, pas après. Parce que après, le film, il est fini. Oui. Mais en cours. Presque en cours, on va dire comme ça.
et même que, entre guillemets, je vais expliquer, mais on va comprendre. D'accord. Donc, ce qui se passe, c'est que un film, de façon globale, on a 3 étapes essentielles, donc à savoir la pré-production, la production et la post-production. OK. Voilà. Ce que moi je veux savoir, est-ce que vous êtes obligé de participer totalement à la réalisation du film avant de faire le montage? Ou bien vous pouvez vous asseoir juste dans votre studio et on vous envoie le produit fini et vous montez? Le premier volet que vous avez dit, est-ce qu'on est obligé de participer? Personnellement, mais ça c'est mon avis personnel, parce que les avis divergent un peu d'un monteur à un autre. Pour moi, je n'aimerais pas être sur un plateau. Voilà. Pourquoi? Je peux peut-être passer, dire bonjour. Ça permet de rencontrer les gens parce qu'on est très souvent entre 4 murs, ça il faut le dire, de voir d'autres personnes parce que souvent même les gens ne nous connaissent pas. Bon, bien sûr que c'est pas trop aussi dans l'essence des monteurs de se faire connaître par le grand public ou par même les comédiens. C'est pas simple parce que on a des collaborateurs directs qui sont donc les producteurs, le réalisateur et souvent par extension le chef-op et puis l'ingénieur son. Mais rester pour vraiment le travail de tournage, pour moi, c'est non. Parce que le tournage a ses règles, non seulement ses règles, mais transmet aussi des émotions au même moment où on est en train de faire le tournage. Et à mon avis, c'est pas bien de s'imbiber de ces émotions parce que ça va restreindre votre point de vue sur le film. Ah, d'accord. Voilà. Ça va non seulement restreindre votre point de vue, mais aussi ça va vous influencer dans le choix de vos images. Et pourtant, vous ne devriez pas être influencé parce que vous allez recevoir déjà un réalisateur qui lui-même étant la personne qui a orchestré un peu tout ça, est déjà influencé. Si vous également vous êtes influencé, vous allez être dans une boîte. En fait, le regard, je veux dire, le regard sur l'histoire, le film, ça va être assez, enfermé. Pourtant, il faut s'ouvrir. C'est ça, en fait, la clé. Mais justement, si vous ne participez pas au tournage, comment vous arrivez à le construire totalement le film et c'est bien fait? Oui, mais parce que comment vous faites? Justement, je serai sans état d'âme. C'est ça, c'est ça. Et je crois que ça doit être ça aussi, le bâton de pèlerin du monteur, être là et de couper celui qui, il estime, doit être coupé parce qu'il n'apporte pas quelque chose d'important, de substantiel au film, sans pour autant se dire que la personne qui est là, je vous prends un exemple. Et un réalisateur contacte par exemple un acteur, un grand acteur, bon, je ne vais pas donner de nom, mais un grand acteur assez renommé, qu'il sait par exemple que bon, la production n'a pas les moyens nécessaires pour pouvoir le payer, mais par négociation, tout cela existe. Voilà. Le monsieur, il lit, ou la dame lit le scénario et trouve que ce bout de partie, bon, il n'y a pas de problème, il peut donner sa contribution. C'est souvent la jeunesse, ils essaient un peu de pousser. Et il vient sur le plateau, il joue peut-être une séquence. Il voudrait vraiment qu'il soit là parce que il estime que ça va apporter quelque chose à l'œuvre. Mais à la fin, ça peut ne pas apporter quelque chose. Vous voyez la difficulté dans laquelle tu mets le réalisateur si tu coupes cette partie. Non seulement c'est quelqu'un de renommé ou voilà, souvent même ça peut ne pas être quelqu'un de renommé. Un exemple, quelqu'un de très vieux qui marche à peine, on va le déplacer pour traverser toute la ville, vous voyez en campagne, pour aller faire une séquence. Et à la fin... Et vous coupez sa partie. Il ne doit pas exister dans le... Ah non, c'est méchant. Vous voyez, mais c'est ça en fait aussi. C'est que le monteur doit être sans état d'âme tant que cela n'apporte rien à l'histoire. Bien sûr, il est sans état d'âme. Ce n'est pas lui qui coupe et puis qui s'arrête là. Il a toujours quelqu'un qui a son regard et qui a son mot à dire là-dessus. C'est le réalisateur. Mais
je pense que c'est la bataille que l'on mène chaque jour avec les réalisateurs. C'est pas pour dire que le monteur il voit déjà mieux le film, non. Mais d'abord, il faut savoir que le monteur est le premier public du film. OK. Il est non seulement un professionnel, mais il est la personne qui va voir le film pour la première fois, qui apprécie le film en tant que public. Donc, très souvent, c'est comme si on changeait de corps. Il y a des moments où il faut que tu regardes le film en tant que public, en tant que spectateur. Et il y a des moments où il faut que tu te dises, OK, maintenant, j'essaie de voir en tant que professionnel, qu'est-ce qu'on peut apporter de mieux. Mais en tant que spectateur, je vois qu'il y a des insuffisances. Donc maintenant, en tant que professionnel, quels sont les mécanismes dont je dispose pour pouvoir améliorer ce regard, ce point de vue. Donc, je pense qu'il y avait une partie en suspens. Ça, c'est la première partie où est-ce qu'il faut être sur le plateau pour moi, parce que ça va influencer. Et la deuxième partie, est-ce que vous êtes assisté par le réalisateur lors du montage ou bien est-ce que vous tenez le scénario en main pour monter pendant le montage? Oui, oui, non seulement je tiens le scénario, mais votre question était un peu plus complexe parce que vous avez dit, est-ce que vous attendez aussi que les roches arrivent? C'est ça. Donc ça me permet quand même de parler un peu je vais dire d'un phénomène que je pense peut-être pas professionnel, que le monteur soit assis et que entre-temps on l'appelle, on lui remet une discussion avec des roches là-dedans. Je crois que ça, c'est des techniques par défaut. Mais sinon, le monteur, il est au courant du film avant que le film ne soit tourné. C'est-à-dire, il est le monteur du film avant même que le film. Ah, d'accord. À travers le scénario. À travers le scénario, mais à travers la constitution de l'équipe. OK. Au moment déjà de la préparation du tournage, toute l'équipe est connue, y compris l'équipe de post-production. OK. Dans tous les cas, il y a même la phase test des caméras, la qualité des images, les réglages qui vont permettre de rendre plus fluide le processus du travail, ce qu'on appelle le workflow. Donc, il faut déjà qu'il y ait cette phase de préparation. Et cette phase de préparation prend en compte le monteur. Donc, c'est un peu maladroit, à mon avis, en tout cas, que on finisse de mettre tout ça en boîte et ensuite on s'assoit et puis on réfléchit et qui va monter et on appelle quelqu'un, on lui remet le disque dur. Déjà, ça ne permet pas à la personne de faire corps avec l'histoire. Parce que s'il était associé à l'histoire dès la base, on va voir que durant tout le temps de tournage, lui, il est en train de rassasier un peu l'histoire et de voir que entre-temps, il y a des choses qui vont lui venir au moment où vous êtes au tournage et qu'il peut appeler pour dire, ah oui, pour telle séquence, je pense ça. Parce que vous savez, pour certains films, la destinée du film tourne autour de 2 séquences. Oui, mais parce que si ces 2 séquences sont bien réussies, le reste, si ça cloche un peu, ça pourra passer. Oui. Voilà. Donc, très souvent, le monteur, lui, va déceler ces soi-disant 2 séquences, 3 séquences, peu importe le nombre. Et il va y accorder, il va y avoir un attachement, mais aussi une réflexion profonde. Et après réflexion, il peut avoir des idées qu'il peut proposer. C'est pas lui le réalisateur, ce qu'il propose, le réalisateur peut ne pas prendre en compte. C'est pas là le problème. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on l'engage en tant que monteur professionnel, il doit être une force de proposition. C'est pourquoi on dit que très souvent le film est écrit 3 fois, c'est ça? Exactement. Le scénario, la réalisation et le montage. OK. Alors nous allons avancer. Quel matériel et logiciel utilisez-vous d'habitude pour monter? Quand vous dites matériel, c'est ça justement, parce qu'il y a ce qu'on appelle couramment dans l'anglicisme le hardware et puis le software. Donc je pense que c'est à ça que vous faites allusion justement. Tout ce qui est hardware, c'est le matériel physique. OK. Et le software, ce sont des logiciels, voilà, donc qui sont plus ou moins virtuels. Le hardware, j'essaie en tout cas d'être le maximum possible au point de la technologie, on va dire comme ça, parce qu'aujourd'hui, les choses avancent très très vite, les technologies hyper vite. Donc, ce que tu as cette année,
dans 2 ans, ça commence déjà à être passé et ainsi de suite. Et comme les méthodes même aussi pour les prises de vue, le tournage, la captation évoluent très rapidement. Donc les machines dont tu disposes peuvent ne plus être adaptées parce que les ports, ce que j'appelle les ports, les entrées. Bon, Il y a assez de thèmes techniques qu'on ne comprendra pas ici. ce qui est peut-être un peu plus simple à dire, c'est les USB, les entrées USB. Ah, tout le monde connaît voilà, ça, USB, non, on connaît ça. Voilà, donc, ces ports-là peuvent ne plus être adaptés parce que même USB, il y a USB et il y a USB. Mais bref, je passe. En tout cas. Donc, en fait, tout évolue tellement vite que on est obligé d'être au point de la technologie. Donc, ça, c'est de l'investissement, mais c'est important parce que le cinéma, c'est un mouvement d'ensemble. OK. Lorsque les meilleures caméras vont arriver, elles vont faire de meilleures images qui vont être très lourdes, très difficiles à lire, en tout cas, par des ordinateurs un peu plus moins performants. Et il faut que les monteurs se dotent des machines, des bandes de montage. En fait, ce qu'on appelle bande de montage, c'est tout l'équipement pour pouvoir faire le travail convenablement. Donc, je prends l'exemple, il y a de cela juste moins de 10 ans. De 10 ans, le standard de tournage, en tout cas ici au Burkina, pour la majeure partie des films, sinon beaucoup d'autres films se faisaient autrement, mais la majeure partie des films étaient tournés en Full HD. Et qu'est-ce que c'est? Oui. Voilà. La Full HD, bon, les gens connaissent par HD, HD. télé HD, ou etc. Ça, peut-être que si je dis ça, tout le monde ça fait plus simple. Voilà. Mais c'est lié à la qualité de l'image. Voilà. OK. Et je crois que même les téléphones portables, les gens, aujourd'hui, souvent on dit d'envoyer une image en HD pour garder la qualité de l'image. Exactement. Donc, le standard, en fait, c'était pas un standard, mais c'était ce qui était plus à la portée des gens. Voilà. Donc, on tournait en HD. Mais aujourd'hui, la majeure partie des films sont faits en 4K. Donc, des équipements que tu avais, moins de 10 ans en tout cas, il y a de cela 5 ans, 6 ans, ne conviennent plus. Parce qu'ils sont capables de travailler sur de la HD. Pourtant, la 4K est bien plus au-dessus. Les images sont beaucoup plus lourdes, difficiles à décoder, etc., etc. Donc, il faut avoir l'équipement qui sied par rapport à cela. Donc, ça, c'était tout ce qui est un peu physique, enfin, ce que vous avez matériel. Maintenant, pour ce qui est du logiciel, je ne sais pas si... Ça aussi, ça change? Les logiciels? Les logiciels aussi, oui, ça évolue. Okay. Bien sûr, les logiciels, chaque année, pratiquement, tu as de nouvelles versions qui vont sortir. Et comme c'est un travail d'équipe, moi, je peux, par exemple, travailler sur une partie. Même le montage, ça peut être fait par 2 personnes différentes. Le pré-montage va être fait par quelqu'un, et puis le montage va être fait par une autre personne. OK. Voilà. Il y a des fois où j'ai travaillé sur des films ici où c'est moi qui fais le pré-montage et puis le montage se fait à l'extérieur, par exemple. Il y a des fois où c'est le contraire, le pré-montage a été fait à l'extérieur et on m'amène finalement le projet pour que je fasse le montage définitif. Alors, on va parler maintenant des films sur lesquels vous avez travaillé. Alors, dites-nous, parmi les films que vous avez eu à travailler, lequel vous a le plus impacté? Les films qui m'impactent le plus, c'est même pas forcément lié au fait que le film soit bon, entre guillemets pas bon, parce que je ne pense pas qu'il y ait un film qui n'est pas bon, parce que derrière ça, on y croit et on le fait. Maintenant, c'est le public est le seul juge, en fait. Voilà. Mais pour moi, les films qui m'impactent le plus, c'est les films sur lesquels tu apprends. Par exemple, j'adore beaucoup monter les films documentaires. OK. Voilà. J'en monte peu, mais j'aime bien monter. Et qu'est-ce qui se passe avec les films documentaires? C'est que quand tu finis de monter un film documentaire, tu es la première personne à être instruite sur quelque chose de spécifique. C'est vrai. Et tu es la première personne à être sensibilisée sur quelque chose de spécifique.
Alors, nous allons parler maintenant de la liste de ta filmographie. Vous avez participé à plusieurs projets filmiques, dont je ne saurais citer tout ici. Alors, nous avons des films institutionnels, documentaires tels que Programme Entrepreneuriat Jeunesse, produit en 2025. Nous avons également impliqué les communautés pour améliorer la santé maternelle et infantile, sorti en 2025. Être femme en temps de Covid, en 2020. Vous avez également participé à des films longs métrages avec L'homme qui plante le baobab de Michel Zongo, Wango de Augusta Palenfo, et j'en passe. Et pour terminer, des séries auxquelles vous aviez participé comme Une femme à Kosiam, réalisée par Serge Armel Sawodogo, et Bienvenue à Kikideni de Aminata Diallo-Glaise. Alors dites-nous, qu'est-ce que ça vous a fait de participer à de tels projets et surtout accompagné de grands noms parfois? Qu'est-ce que ça fait? Je dirais que je suis chanceux. Oui, mais je disais tantôt qu'il faut avoir une bonne équipe. Ouais. Pour être soi-même aussi bon, c'est important. Toutes ces personnes, ces réalisateurs que vous avez cités, ce sont des gens assez formidables, des gens avec qui tu entretiens une relation assez forte aussi. Parce que si on veut dire le rapport ou le lien entre un réalisateur et un monteur, c'est comme on aime le dire, c'est un mariage à trois. c'est deux personnes, mais c'est un mariage à trois. Vous allez comprendre parce que c'est le réalisateur qui est fou passionné de son film. Il y a son style. OK? Et c'est le monteur qui, lui, est le père adoptif de ce film. Donc, ils ont un point commun, le film. OK. Et donc, ça crée cette relation à trois dont chacun veut, c'est comme un enfant, chacun veut le meilleur pour l'enfant. Mais aussi ça peut passer par des malentendus, ça peut passer par des explications qui peuvent être longues, qui peuvent être courtes, qui peuvent se solder par un consensus tout de suite et maintenant, mais qui peut aussi se profiler un peu plus long avant d'aboutir au consensus. Mais tout ça, il n'y a rien de méchant là-dedans. L'objectif, c'est de parvenir dans le cas de l'enfant, à l'éducation, à la meilleure éducation, mais aussi dans le cas du film, donc à avoir un film qui impacte. Et toutes ces personnes-là, c'est des gens qui sont très attentifs et aussi il y a certaines personnes parmi eux qui adorent le montage, donc naturellement qu'il y a un attachement. Et pour ceux qui adorent le montage, ils sont aussi très regardants là-dessus, ce qui est génial. Mais en même temps, plus ils sont regardants, plus le réalisateur, tu es regardant là-dessus. Donc, ça peut créer souvent des petites discussions. Mais comme je l'ai dit, c'est des discussions pour améliorer le film. Donc, ça crée cette relation. Au bout du compte, chacun apprend. Okay. Non seulement chacun apprend, mais le film sort grandi. Alors, nous tirons un petit pas vers la fin de cette émission. Mais avant de passer à notre rubrique, nous avons une dernière question pour vous. Alors aujourd'hui, avec l'avènement de la technologie et surtout l'ascension de l'IA, est-ce que vous n'avez pas peur que votre métier parte en dérive? C'est la question que posent mes étudiants, parce que d'ailleurs aussi je suis formateur, légiste, l'école qui m'a d'ailleurs formé, et aussi dans d'autres écoles. Et très souvent, c'est la question qui est posée, ah oui, monsieur, est-ce que l'IA ne va pas... Oui. J'ai dit, je rêve de tout, mais c'est tout l'IA. L'IA est partout. Voilà, donc c'est ça, justement. Non, c'est dire que je vous l'avais dit depuis le début, que je suis très friand de l'évolution technologique et qu'il faut bien sûr avoir un regard assez critique sur l'évolution technologique. Donc ici, l'IA, c'est dire que l'IA, il ne faut pas refuser. C'est pas une façon de se faire des barrières parce que voilà, non, les gens aiment bien ça, mais c'est pas bien, c'est pas parce qu'en pensant qu'il va voler ton métier, non. Quoi qu'on dise, tu le fais, ça va s'implémenter.
C'est comme le numérique. Quand le numérique est arrivé, il y a des monteurs de pellicules qui l'ont refusé totalement. Aujourd'hui, ils sont juste à la retraite. Pourtant, le montage n'a pas changé de code. Vous voyez, en réalité, il reste toujours des monteurs. Seulement, c'est qu'il y a eu une barrière avec l'outil. C'est juste l'outil qui a créé la barrière. Sinon, à l'intérieur de l'outil, tout ce qui se trouve à l'intérieur, avant, on prenait le ciseau comme ça, on coupe la pellicule. Aujourd'hui, la majeure partie des logiciels de montage, vous allez trouver le ciseau à l'intérieur. OK. Vous cliquez dessus, il fait le même travail. Donc, ils se sont eux-mêmes barricadés à cause de l'évolution technologique, parce qu'en temps, on se dit non, c'est pas du cinéma ça, c'est pas ça. Donc, pour revenir à l'IA, pour moi, nous devons utiliser l'IA et non se faire utiliser par l'IA. Celui qui aura compris ça, je pense que son métier ne peut pas être pris par qui que ce soit. Parce que aujourd'hui, moi, lorsque je veux concevoir par exemple une affiche, l'IA est là, je rentre, je lui dis, je veux qu'il me fasse une affiche allant dans tel sens, sur une histoire qui porte sur ça. Et je veux que les images qui vont être à l'intérieur soient des gros plans ou des plans larges. Vous voyez déjà que je commence à utiliser des termes techniques. Et que l'IA comprend les termes techniques. Si je ne les connaissais pas. Donc, ça n'empêche pas que moi, j'ai de la connaissance dans la tête. Parce que c'est cette information que je vais donner à l'IA pour qu'il puisse me donner quelque chose de plus précis. Et quand il finit de me redonner ça, il va me donner, je vais faire par exemple 10 exemples. Et parmi ces 10 exemples d'affiches dont je dispose, je peux en faire des fusions. C'est-à-dire prendre un pan de cette affiche, mettre avec ce pan de telle affiche et ainsi de suite. Tout comme de ces 10-là peuvent émerger une autre idée assez originale. Donc vous voyez que, qu'est-ce que je fais? Je raccourcis peut-être le temps de réflexion, mais pour arriver à quelque chose de plus créatif et plus personnalisé, que je vais essayer maintenant de diriger peut-être les comédiens pour la séance photo, pour aboutir à peu près à ce que j'ai dans la tête. Vous voyez? Donc j'ai une base, c'est un tremplin sur lequel on peut sauter pour aller un peu plus loin. Au lieu que je prenne 3 jours à réfléchir déjà à comment est-ce que je vais faire telle affiche, etc. En une journée, d'ici la fin de la journée, j'ai une idée assez claire de ce que je veux. Mais ça, c'est l'IA qui m'aide. Donc, en conclusion, il faut pas avoir peur de l'IA. Non, pas du tout. C'est notre bon ami qui doit nous aider, qui doit être avec nous à tout moment et qui va nous permettre aussi de voir les travaux des autres. Parce que n'oubliez pas que ce que l'IA m'a proposé, c'est en se fondant sur des travaux qui ont été déjà faits. Ça, c'est vrai. Voilà pourquoi je vous avais posé la question où se trouve l'IA. En réalité, non. L'IA, c'est des personnes qui ont déjà fait des travaux, qui sont sur une base de données que lui, il a la possibilité de synthétiser en une courte durée. Sinon, j'allais m'asseoir sur, pour ne pas faire de pub, mais j'allais m'asseoir sur un moteur de recherche. Voilà, peut-être si c'est le nom, tout le monde va comprendre plus facilement, mais un modèle de recherche où en tout cas vous allez mettre le texte et puis dire voilà, telle autre chose que tout le monde utilise, ben, il va me donner des résultats. Et en fonction des résultats, je vais les garder, je vais garder tel résultat, et en même temps je vais lire tout, je vais regarder pas mal d'affiches, et c'est en ce moment que va germer l'idée. Mais comme l'IA peut me permettre de synthétiser un peu tout ça en un laps de temps, c'est pour ça que je l'utilise, c'est tout. En fait, ce n'est qu'un, entre guillemets, synthétiseur des informations qui existent déjà. OK. Voilà. D'accord. Alors, c'est le moment de notre rubrique Cri de cœur qui est un espace d'expression libre où l'on partage un message fort, une prise de parole qui ne laisse pas indifférent. Alors, Monsieur Somé, quel est votre cri de cœur par rapport au cinéma burkinabé? Ouais, par rapport au cinéma burkinabé, je m'adresse tout d'abord à mes confrères. Voilà. Et Collègues?
Ah oui, mes collègues. Ok. Voilà, donc je m'adresse à mes collègues en disant que euh, si chacun fait bien son travail, on aboutit toujours à une belle œuvre. Voilà. Et donc pour cela, il faut que chacun soit assez professionnel dans ce qu'il fait. Mais non seulement professionnel, mais comme on est au courant que le cinéma est intimement lié à la technologie aussi, que chacun continue à se former. La formation, ça passe par tous les moyens. C'est pas forcément une façon classique d'aller s'asseoir pour 6 mois. Pour quelqu'un qui est déjà dans la vie active, c'est difficile. Mais on se forme tout le temps. Vous venez de parler de l'IA. Voilà, Internet existe maintenant presque partout dans nos poches. On se balade avec. Il faut s'informer, il faut voir ce que les autres ont fait. Et il faut apprendre, il faut rester ouvert, il faut s'écouter. Parce que le malheur commence à venir au parce que ce que l'on a comme idée est l'idée du siècle. C'est à ce moment que le malheur commence à venir. Donc, pour moi, il faut rester vraiment dans la tendance. Quand je dis que c'est lié à la technologie, c'est tout. Hein. Même le maquillage, ça évolue. Tout évolue en fait dans le cinéma. Et donc, il faut que nous restions toujours dans cette tendance. Un peu déjà sans féliciter les techniciens du Burkina parce que ils sont demandés un peu partout dans la sous-région en tout cas, donc ça on en est déjà fiers, mais c'est pas arrivé. On souhaite que de plus en plus, et ça existe déjà, mais que de plus en plus même dans d'autres continents, qu'on soit appelé, que l'on soit demandé et que les travaux que l'on fait soient reconnus de façon internationale. Voilà. Et pour ça, il faut que nous continuions à nous former. Il faudrait qu'on continue aussi à dialoguer. Nous couvre. Voilà. Et donc, c'est ce que je vais dire. Ça, c'est à l'endroit vraiment de tous mes collègues, mais aussi mes collègues spécifiques de la post-production, c'est d'avoir une certaine collaboration. C'est vrai qu'on est très casanier, un peu solitaire et tout. On adore trop notre solitude, la chérie bien, donc on n'aime pas trop se déranger. Mais en même temps, entre nous, il faut que ça croît un peu d'une cohésion. Mais au-delà de cette cohésion, ce n'est pas comme s'il y a un désaccord dans quelque chose. Non, il n'y a pas... voilà, on se connaît déjà, on travaille ensemble parce que c'est un milieu assez restreint, on n'est pas nombreux. Donc on se connaît presque tous. Mais l'idée ici, c'est de créer vraiment un cadre de partage beaucoup plus convivial, mais en même temps plus professionnel. Et c'est dans ce sens d'ailleurs que l'association des techniciens de post-production existe, où j'assure actuellement la présidence. Et donc, à travers ce cadre aussi, s'organisent des formations, voilà, pour les acteurs de la post-production. Mais on doit dépasser cela. Je pense qu'il y a plein d'autres choses. Il y a tellement d'activités. Je pense que ceux de la post-production qui font partie de l'association savent très bien et qu'il faut pouvoir les enclencher. Enfin, ou disons, non, l'avant-dernière, on va dire comme ça, l'avant-dernier cri du cœur, c'est à l'endroit des exploitants de salles. Mais peut-être que ce n'est pas eux seulement leur problème. Enfin, le problème n'est pas qu'à leur niveau. Peut-être qu'il doit y avoir d'autres mains qui doivent s'associer pour que cela se concrétise. Mais c'est vraiment un cri du cœur. Et j'ai très mal quand je pars m'asseoir pour regarder un film dans une salle et que je n'ai pas le 1/10 de la qualité que nous avons produit en salle et qu'on a souffert des nuits et des nuits, que l'on a veillé dessus, que l'on s'est tiraillé là-dessus pour arriver à un résultat et que le résultat n'est pas perceptible. Vraiment, c'est dommage. Que ce soit en matière d'image, que ce soit en matière de son,
j'ai du mal. J'ai du mal et je pense qu'il faut... le public burkinabé adore nos films. Il faut qu'on les respecte à leur juste valeur et leur permettre d'aller voir des films qui font rêver. Et un film qui fait rêver, c'est une histoire, mais c'est une qualité en matière d'image, c'est une qualité en matière de son qui est immersif et qui puisse lui permettre de rentrer dans le monde que vous lui donnez, il ne serait-ce que pour les 1h30, pour un film qui dure 1h30, bien sûr. Et ça, c'est vraiment un cri de cœur. Il faut que les salles soient équipées comme il se doit. C'est pour ça d'ailleurs que je dis que c'est peut-être pas qu'à eux seuls leur niveau, mais il faut vraiment l'enclencher. Il faut que cela soit fait, sinon c'est un peu dommage. Et ça me permet d'aborder le dernier cri de cœur. Dans tous les cas, les autorités viennent souvent pour les premières des films, ils sont très souvent invités. Eux-mêmes, ils viennent voir. Donc, je pense qu'ils sont aussi conscients du problème. Quand tu viens voir un film fou du début jusqu'à la fin dans une salle, bon, tu sais que le film quand même n'a pas été fait comme ça du début jusqu'à la fin, quoi. On peut faire une erreur entre-temps sur une séquence, mais sur un plan ou quelque chose comme ça, mais quand même pas sur tout le film. Donc ça veut dire qu'il y a un problème et que tout cela va contribuer certainement à l'élan révolutionnaire que l'on a actuellement. Dieu merci, je crois que les autorités ont compris cela, mais certainement qu'il va falloir que des choses avancent un peu plus. Voilà. Alors, M. Sommet, est-ce que vous avez un mot de fin à l'endroit de nos internautes? Oui, c'est de dire peut-être à ceux-là dont leurs enfants veulent embrasser le cinéma, et qui pensent encore que c'est pas un travail à part entière. Que il y a des gens qui vivent de cela. Voilà, nous en sommes la preuve vivante et qui s'épanouissent parce que c'est un travail d'abord de passion, vraiment de passion. Souvent, ça peut t'empêcher de voir d'autres aspects, mais c'est hyper passionnant, c'est exaltant. Et voilà, on peut bien s'en sortir en faisant du cinéma. Et si les choses évoluent davantage, on va beaucoup mieux s'en sortir. À l'endroit de Zoé TV, je tire le chapeau parce que quand même, ils arrivent à tendre la perche à des gens qui sont plus ou moins connus par le grand public, d'expliquer leur métier. Parce que pour juste une petite histoire, une dose d'humour, le premier studio que j'ai cofondé avec un ami, avant bien sûr Creatine Studio, là où nous étions, parce que l'ami aussi, lui, il est aussi teint clair et bien en forme et tout. Et c'était à une période où il y avait les histoires de... entre guillemets, il y a une ethnie du Nigeria qui kidnappe les enfants et quoi. Et donc, quand on était deux jeunes clairs qui roulent, qui viennent rentrer dans une maison, qui s'enferment, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Il y a eu un jour où je suis descendu, on était à l'étage, je suis descendu pour aller dans une boutique, il y a une boutique à côté. Mais à ce moment, il s'était passé au moins près de 8 mois. Et le boutiquier me dit, parce qu'en ce moment, on avait commencé à faire des castings, il y avait des gens qui venaient, donc on a vu quand même que ça changeait. Et ils se sont informés auprès de ces gens qui venaient. Et eux, ils me disent, non, les gars, ils font du cinéma. Et ce jour-là, je descends, et le gars, il me dit, est-ce que moi, je sais ce qu'eux, ils pensaient de nous? Je dis, qu'est-ce que vous étiez en train de penser de nous? Ils pensaient que nous, on est de l'autre ethnie du Nigeria, qu'on dit qu'ils kidnappent les femmes, ils coupent les parties, etc. Je vous passe de tous les détails. Donc ce jour, j'ai rigolé, mais après, dans le fond de toile, qu'est-ce qui se pose comme question? C'est qu'ils ne nous connaissent pas.
C'est vrai. C'est pas un métier qui est connu. Celui qui fait de la soudure, on le voit, il fait de la soudure. C'est un soudeur, il n'y a pas de souci. Mais pour nous, on est entre quatre murs. Dans tous les cas, c'est nous et puis l'ordinateur. Et comme il y a tout type de trucs qui se sont créés autour de l'ordinateur aussi, arnaquer les gens, etc. Donc, on vous met un peu dans une cage. Pourtant, c'est pas ce que vous faites. Et là, je pense que Zobré TV permet de connaître. Voilà, de connaître, de faire connaître, mais aussi pourquoi même pas aussi apporter les professionnaliser un peu le grand public. Tantôt, ce que j'étais en train de dire, pour certaines dont les enfants veulent embrasser le domaine, ça donne un peu une certaine ouverture d'esprit et vous œuvrez dans ce sens, c'est bravo par rapport à cela. Continuez le combat, c'est un combat de longue haleine et je pense déjà que vous êtes dans la bonne direction et à n'importe quel moment où vous avez besoin de nous, voilà, on essaiera d'être disponible. Merci. Merci pour l'honneur que vous nous faites. Alors, nous avons eu l'immense plaisir de recevoir sur notre plateau M. Yelsioma Gaëtan Somé, chef monteur et directeur général de Créatine Studio. Alors, merci à vous, M. Somé, d'être passé à notre émission. Merci beaucoup. Alors, c'était un plaisir d'avoir échangé avec vous également. On a beaucoup appris. L'honneur était pour moi. Alors, merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Restez connectés sur Zobré Web TV et on se dit à la prochaine. Zobré Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.